Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous et bienvenue dans ces Labo Weeks. Et oui, la chaîne Tech & Co a décidé de vous aider et de vous conseiller à l'approche des fêtes de fin d'année et du Black Friday pour choisir les bons produits high-tech. Et vous allez voir tout au long de cette semaine, on va vous donner un maximum de conseils. Bienvenue dans le tour de la question. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. C'est un vrai marathon qui démarre. On est ravis de vous retrouver, comme l'année dernière d'ailleurs, pour vous aider à y voir plus clair. Alors on va vous aider tout au long de ce mois à choisir les PC, les télés, les objets connectés. On va même parler de mobilité. Et puis bien sûr, en point d'orgue de tout cela, ce sera la remise des Fnac Darty Tech & Co Awards. C'est ça, il va falloir qu'on répète. On a encore quelques semaines pour le faire et on va vous offrir plein de choses, plein de cadeaux, notamment des bons d'achat avec la Fnac. On aura l'occasion d'en reparler. Jérôme, pour ce tour de la question, on va évoquer un objet qu'on a tous dans notre poche, qui est très important. On est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour avoir celui qui nous correspond, c'est le smartphone. Évidemment, et c'est, on peut le dire, toujours l'objet high-tech vedette, indéniablement. Et alors vraiment, on avait envie de vous aider à décrypter la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme smartphone sur le marché? Quelles sont les tendances? Quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les bonnes nouvelles, les bonnes idées? Ben voilà, on va parler de tout ça. On va vous donner un maximum de conseils et puis en compagnie de nos invités, de nos experts aussi du Labo Fnac, mais aussi la rédaction de Tech & Co. Bienvenue pour ce tour de la question, c'est spécial smartphone. C'est toi qui as fait le générique, hein? Oui. Comme je sais que tu es fan de David Guetta, tu t'es dit, je vais en mettre un peu partout. Et vous savez quoi? On a presque envie de danser, en fait, quand on écoute ce truc-là. Mais ne te gêne pas, François. J'ose pas, tu sais, je suis un grand timide. Bon, allez, on vous présente nos invités. Bien sûr, avec deux parties pour ce tour de la question spéciale smartphone. On est très heureux d'accueillir Julien Clobus. Salut Julien. Bonjour à tous. Directeur marketing et communication d'Oppo France. Oppo qui monte en puissance dans le monde des smartphones, et pas que d'ailleurs, on en parlera sans doute. Du côté de la rédaction de Tech & Co, c'est Mélinda Davansoulas qui est là. Bonjour Mélinda. Bonjour monsieur. Mélinda qui a dans sa besace à peu près 44 smartphones tout le temps, voilà, de toutes les marques, de toutes les tailles. Elle les teste pour la rédaction. Il va lui falloir un porteur d'ailleurs. Oui, je vais passer une petite annonce, je pense que j'ai besoin d'un nouveau sac et d'un porteur. Je crois qu'elle l'a déjà. Elle ne s'y retrouve plus, quand ça sonne, elle ne sait pas où elle en est, elle est perdue. Voilà, Mélinda qui fait partie donc de la rédaction de Tech & Co et qui est là pour vous aider, pour nous aider à choisir notre smartphone. Notre troisième invité, François, c'est Kamel Aissati. Bonjour, chef de produit smartphone, évidemment, chez Fnac Darty. Exactement, bonjour Kamel. Et oui, puisque vous le savez, tout au long de ce mois des Labo Weeks, on est en partenariat avec Fnac Darty et le Labo Fnac aussi, bien sûr. Kamel, première question pour vous, parce que c'est vrai que vous êtes une excellente photographie en fait du marché du smartphone à la Fnac. Quelles sont les tendances en cette rentrée fin d'année 2022? Est-ce que déjà les ventes de smartphones se portent bien? Alors, les ventes de smartphones se portent bien, même si elles sont en léger retrait en termes de volume. En revanche, ce que l'on voit, c'est qu'il y a vraiment une valeur qui augmente. Donc les gens sont à la recherche aussi de produits plus premium que par le passé. Quand vous dites valeur qui augmente, c'est-à-dire que les gens dépensent plus. Exactement, les gens dépensent plus, les gens sont prêts à dépenser plus pour avoir un smartphone qui répond à leurs besoins. Et on voit en plus que comme ils renouvellent parfois moins rapidement leur téléphone, ils veulent un produit qui réponde à leurs besoins et aussi qui soit capable de tenir dans la durée. Parce que le smartphone aujourd'hui, c'est presque un phénomène de société. Il y a plein de choses qui se greffent au smartphone, évidemment. C'est une banalité de dire que c'est complètement indispensable dans nos vies, à la fois pour le travail, la vie privée, la vie personnelle, les relations. Et puis c'est au cœur de discussions d'environnement. Mais il paraît qu'il y a des gens qui vivent sans smartphone, on les voit errer dans les rues, enfin c'est terrible, ils n'ont plus d'amis, plus de famille. Et voilà, mais c'est vrai que la durabilité, le reconditionnement, ce sont des mots qui rentrent aujourd'hui dans le quotidien des Français. Voilà, on essaie de garder son smartphone de plus en plus longtemps. Tout à fait. Voilà. Et puis aussi, peut-être s'offrir un smartphone d'occasion. Donc, les tendances, vous le disiez, des smartphones de plus en plus chers. Qu'est-ce que demandent, en fait, vos clients quand ils viennent dans les magasins? C'est quoi, on va dire, les points forts d'un smartphone que les gens veulent?
Les critères n'ont pas beaucoup évolué. On reste toujours sur, là, on veut une belle taille d'écran et surtout un bel écran qui soit vraiment de qualité, qui soit précis, avec une belle luminosité, des belles couleurs. L'écran, c'est on va dire le premier critère d'achat. Oui. Tiens. La taille d'écran et la qualité d'écran. La taille d'écran et la qualité d'écran. Ça devient vraiment l'un des premiers critères. Et derrière, vous avez évidemment la batterie, puisque la durée de la batterie, pour avoir un smartphone qui tient toute la journée, c'est une question qu'on a tous au quotidien. Et évidemment, la photo, qui reste un critère majeur sur ce type de produit. Oui, et un secteur sur lequel les constructeurs ont fait énormément d'efforts. On a même l'impression qu'ils ont tout misé sur l'amélioration des performances photo ces dernières années. C'est souvent d'ailleurs, quand il y a une nouveauté qui est présentée, un des axes principaux du produit, c'est on a vraiment travaillé sur la partie photo. Et on se rend compte que même les milieux de gamme, voire maintenant des produits un peu entrée de gamme, travaillent aussi cette partie-là pour vraiment proposer une expérience qui soit agréable pour le consommateur. Ouais, c'est intéressant parce que c'est aujourd'hui trouver un mauvais smartphone. La qualité des smartphones, d'une manière générale, a vraiment évolué. Julien, taille d'écran, qualité d'écran, autonomie, appareil photo, c'est ce que demandent aussi vos clients en termes de critères principaux? Exactement. Ou aussi après travailler sur des éléments moins objectifs comme le design, c'est important, c'est un bel objet. Valorisant. C'est intéressant sur l'autonomie parce qu'on avait fait une étude l'année dernière avec notamment OpinionWay pour comprendre un petit peu ce qui faisait un peu peur aux gens et notamment avec l'usage du smartphone qui a augmenté pendant la période de confinement. On a vu vraiment des personnes de plus en plus anxieuses de cette problématique de batterie. Donc l'élément de la batterie après l'écran est résolument un élément très important parce qu'il est anxiogène et il est également en fait un élément qui va conditionner et accélérer le renouvellement d'un téléphone. Donc finalement, plus ma batterie va durer dans le temps, plus je vais garder mon téléphone longtemps. Donc on travaille beaucoup justement sur la durabilité de la batterie. Alors que c'est sans doute le talon d'Achille d'un smartphone, la batterie. S'il y a bien un élément du smartphone qui vieillit de manière inexorable, c'est la batterie. Tout à fait. On la sollicite énormément, on la recharge encore plus souvent. Et donc c'est important d'avoir une bonne combinaison entre la capacité à recharger rapidement pour être agile finalement, parce que toutes mes journées ne se ressemblent pas. Le week-end, je n'utilise pas mon smartphone de la même manière que j'utilise la semaine. Et également avoir une notion de, malgré le nombre de recharges, je vais quand même pouvoir le garder le plus longtemps possible. Et donc à ce niveau-là, Oppo a travaillé sur différents critères. Si je prends l'exemple là du Oppo Reno 8, on recharge ce téléphone à 50% de son autonomie en 11 minutes. Pour les fans de musique, c'est le morceau The End des Doors. Donc on a juste à mettre un morceau de musique et on a rechargé le téléphone. Bon, tous les morceaux de musique ne durent pas 11 minutes. On voit quand même que vous êtes un pro du marketing. Non mais bon, ça va. Et de musique un petit peu. Ça va, on vous l'accorde, Et des Doors, visiblement. Et des Doors. Et donc c'est vraiment ça change les habitudes. Qui dure plus longtemps. Oui, absolument. Oui. Il y a Shine on You, Credit Diamond qui fait 11 minutes. Ah oui. Non. Julien qui, avant d'être chez Oppo, était musicien. Exactement. Mais parce qu'on parle d'usage finalement. À un moment, c'est quelque chose que je fais de mes 11 minutes parce que ça peut paraître superflu. Mais si j'oublie de recharger mon téléphone la veille, j'ai juste à me brosser les dents pour des choses plus classiques, prendre mon petit déjeuner et je suis reparti avec une journée d'autonomie. C'est ça qui est important. L'autre point qui est vraiment important, ce qu'on mentionnait, c'est quand même combien de temps je vais garder mon smartphone en termes de durée de vie. Et donc, recharger vite, si ça veut dire abîmer ma batterie, c'est un mauvais combat. Donc, on a vraiment travaillé sur la capacité à recharger vite, mais de manière sécurisée. Donc, ça ne chauffe pas, ça ne fait pas chauffer la batterie. Donc, en fait, on a séparé la charge sur 2 batteries différentes pour les alterner. Et on va s'assurer, du coup, grâce à ces techniques de charge, de garantir des cycles de charge pendant 4 ans au lieu de 2 normalement chez les constructeurs. C'est-à-dire que vous garantissez, en quelque sorte, c'est ça, une bonne durée de vie de la batterie sur 4 ans. Sur 4 ans. Pour coller justement à la réalité du marché. Aujourd'hui, on garde les smartphones de plus en plus longtemps, on l'a vu tout à l'heure. Et donc c'est important de s'assurer que le smartphone ne soit pas remplacé pour une problématique de batterie, parce qu'on sait que c'est quand même coûteux finalement de la remplacer. Et donc on va plutôt chercher à augmenter la durée de vie. Mélinda, c'est vrai que l'équation batterie, c'est l'autonomie et puis la durée de vie. Mais les constructeurs ont quand même fait des énormes progrès ces dernières années. C'est vrai qu'on parle souvent de l'innovation qui est un petit peu au ralenti dans le milieu du smartphone. On n'a plus des choses démesurées comme il fut à une époque. Le travail, en ce moment, c'est vrai qu'on voit chez tous les constructeurs, il y a un vrai travail sur l'autonomie. C'est-à-dire qu'on a injecté de l'intelligence artificielle pour que votre smartphone comprenne à quel moment vous avez besoin de recharger, quels sont vos usages, ce qui va être le plus énergivore comme application, diminuer. On optimise en fait les dépenses énergétiques
avec les écrans notamment et le taux de rafraîchissement des écrans. C'est intéressant, il y a plein de choses qui en fait ont un impact sur la batterie. On a vu qu'on arrive à des capacités, à une époque on nous parlait de 5000 mAh, 6000, 7000, on était dans des chiffres délirants, mais enfin il faut quand même savoir que pour 5000 mAh, vous n'avez absolument pas la même autonomie derrière. On a fait des études, il y a eu des choses qui passent, parfois il y a 10 heures d'écart en autonomie sur un smartphone qui annonce pourtant théoriquement la même batterie. Donc actuellement il y a plutôt, ce qu'on disait, deux écoles, il y a la charge rapide ou la longue autonomie. Là, c'est vrai que chez Oppo, vous avez fait un gros travail, il faut au moins reconnaître ça, pour arriver à quelque chose qui est un peu équivalent, parce que quand on charge très très vite, on sait que la batterie, normalement, n'aime pas trop ça, mais est-ce qu'elle va durer suffisamment longtemps ou est-ce que vous avez vraiment envie d'être toujours à côté d'une prise électrique? Ça, c'est un conseil que tu peux donner à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. C'est vrai que plus on recharge vite une batterie, plus ça l'use, plus ça l'abîme. On parlait de cycle. En fait, une batterie... Sauf chez Oppo, visiblement. Alors, le travail, ça, on verra dans quelques années. On verra dans 4 ans. Attends. Comme disait Patrick Borel, on se donne rendez-vous dans 4 ans. Ça a été testé par des organismes indépendants. Voilà, on rigole, mais il y a un vrai travail. C'est vrai qu'il faut le dire, une batterie, ce n'est pas éternel. Il y a des cycles, elles sont toutes annoncées avec des cycles. Donc là, vous avez annoncé, je crois, un doublement des cycles, ou pas loin. Tout à fait, un doublement. Ça veut dire, voilà, on arrive aux 4 ans parce que vous allez pouvoir la recharger à chaque fois un peu plus longtemps. Très longtemps, oui, ça veut dire quelque part, on écrase un cycle. Ça fait un cycle de moins. Donc, est-ce qu'on c'est des crédits, en fait. C'est des crédits. C'est exactement des crédits. Et puis, vous entamez aussi la forme de la batterie. Donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus apparaître votre batterie qui est encore qui est à 90%, 80%. Mais il faut savoir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez une batterie longue durée qui dure plus d'une journée, 2 jours, 3 jours, ou avoir toujours votre chargeur avec vous? Toujours ces dilemmes-là, c'est terrible quand même. Mais la promesse est là, on verra dans quelques années, donc la promesse est là d'avoir un peu des deux. Le meilleur des deux mondes. Voilà. Et puis la grande question, est-ce qu'il faut recharger son smartphone la nuit ou pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça le tue? C'est à ça que sert l'IA aujourd'hui aussi. Ouais. C'est à savoir, vous avez des batteries qui vont faire 80% de la charge, normalement, et les 20 derniers pourcents vont être un peu plus étalés dans la nuit parce que théoriquement, vous n'avez plus besoin de votre smartphone entre 1h et 5h du matin. Donc elle remet pour savoir qu'à 8h, c'est le moment où vous allez mettre la main sur votre smartphone, il faut qu'à 8h, ce soit 100%. Kamel, est-ce que les clients vous demandent, tiens justement, est-ce que ce smartphone se recharge plus rapidement? On vous pose des questions, on vous demande des conseils comme ça sur ce type de sujet? Ça devient un vrai critère, effectivement, parce qu'aujourd'hui, voilà, la batterie dure un certain temps selon l'usage. En plus, ça peut effectivement varier selon l'usage que l'on peut avoir. Et donc, la capacité à recharger rapidement son téléphone devient une vraie question pour les clients qui se disent, si je peux recharger la moitié de ma batterie en 10 minutes, moi ça m'arrange, voilà, avant de sortir, au bureau 10 minutes. Donc, il y a un vrai sujet, une vraie demande là-dessus, puisque la batterie, même si on va, comme on le disait, 5000, 6000, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc en fait, ce n'est pas vraiment un critère d'achat, la taille de la batterie, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. En revanche, la capacité de recharge et à quelle vitesse on peut recharger est un critère beaucoup plus facile à mesurer. C'est intéressant parce qu'on voit que cette stratégie de recharge arrive aussi dans le monde de l'automobile. C'est la même problématique. On partait sur des énormes batteries qui coûtaient extra cher. Et là, maintenant, on voit qu'il y a une stratégie plutôt de recharge très rapide sur des autonomies, enfin sur des batteries plus petites. C'est étonnant de voir qu'il y a quand même pas mal d'analogies sur la batterie. Smartphone, voiture électrique, même combat. Même combat. Alors ça, c'est la batterie. Bon, il n'y a pas que ça, on imagine, comme critère de choix. Les smartphones sont aussi des bêtes de course en matière informatique. Les performances techniques, la puissance, etc. Est-ce que c'est un critère important ou finalement les clients n'y font pas trop attention? C'est un critère important pour une partie des clients. Pour beaucoup de clients, vous leur parlez du SOC qui est à l'intérieur du produit, des gigahertz, ça ne leur parle pas du tout. Pour certains, oui, ceux qui sont un peu tech, ça les intéresse et ils comparent de toute façon d'eux-mêmes les différents produits. Mais pour la plupart des clients, le SOC en soi ne leur parle pas. Ils vont vous demander, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je peux faire du multitâche? Est-ce que je peux travailler telle application? Ça, oui, ils demandent des applications concrètes, mais ils ne rentrent pas vraiment dans les détails de la puissance. Bien sûr, comme pour l'ordinateur. Kamel et Melinda, dans un instant, votre sélection et que nous dire un petit peu ce qui ressort de cette fin d'année en matière de smartphone. Mais Julien, du côté de chez Oppo, donc, des nouveautés. Vous avez annoncé il y a quelques semaines de cela, en fait, la série Reno 8. Donc il y a plusieurs modèles. Évidemment, c'est vos best-sellers pour cette fin d'année, c'est ça?
Exactement. Alors évidemment, on avait introduit un certain nombre de technologies dans le Find X5 Pro notamment, qui est notre flagship en début d'année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette gamme du coup Reno 8, on vient descendre un certain nombre de technologies, donc les démocratiser à des gammes qui s'échelonnent entre 449 € et 799. C'est-à-dire que on a le choix. Vous prenez les technos dernier cri qu'il y avait sur le précédent modèle. Tout à fait. Et vous les intégrez dans des téléphones qui évidemment coûte moins cher aujourd'hui. Il coûte moins cher. Alors on va du coup évidemment pas reprendre l'ensemble des technologies. Par exemple ici on a une stabilisation 5 axes qu'on peut retrouver qui est mécanique, qu'on peut retrouver sur des réflexes professionnels, qu'on ne va pas retrouver sur cet appareil-là. Par contre on va retrouver le même capteur, on va retrouver le même également processeur de traitement d'image. On parlait du support de l'IA. Et même de cette logique de performance. Le processeur, pourquoi ? C'est le processeur justement pour permettre à l'intelligence artificielle de calculer et de pouvoir me dire, bah là, il y avait une ombre à déboucher. Là, potentiellement, il y avait une surexposition. Là, la colorimétrie n'était pas juste. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un partenariat aussi avec Hasselblad pour travailler sur la colorimétrie, la justesse de la colorimétrie. Marque notamment historique d'appareil photo tout à fait. Premier pas téléphone, mais en tout cas... téléphone, non. Beau lapsus. C'est les gros appareils photo. On l'a fait toutes, appareil photo avoir été sur la Lune, donc il y a quand même une belle histoire derrière. Ouais. Et donc, on vient démocratiser les technos, mais tout ça quand même dans un produit qui est assez premium. On a du verre, on a des beaux matériaux, une belle prise en main. On va retrouver un écran AMOLED de 120 Hz, donc pour les amateurs justement de jeux vidéo. Et on parlait de charge rapide. En 2 minutes de charge, je regagne justement 2 heures de jeux vidéo. C'est exceptionnel quand même. Donc la durée de quel film, Julien? Non, j'imagine que vous avez tous les... De quel album? De quel album des Doors? Je suis plus fan de musique. Mais donc, j'aime bien vous taquiner, Julien, ça il faut. Mais donc c'est vraiment un téléphone qui est intéressant puisqu'on arrive et on avait fait justement l'essai l'année dernière. On avait prouvé qu'on était capable de filmer un clip de niveau professionnel d'artistes de renommée mondiale avec un téléphone à près de 500 €. Et donc c'est cette capacité à dire qu'à un moment, avec un téléphone, sans mettre forcément, parce qu'on n'a pas envie d'avoir de la céramique, la stabilisation, etc., on peut avoir des rendus extrêmement professionnels. Donc c'est ce qu'on prouve dans ces machines-là, tout en travaillant également, ce qu'on l'a dit tout à l'heure, le design est important. À un moment, tout le monde a les mêmes téléphones, on a envie de pouvoir se distinguer, d'avoir aussi des choses qui soient un peu plus personnelles. Et donc glamour, on va travailler. Glamour, ici c'est plus glamour. Ici on a quelque chose d'assez simple, épuré. Ici on va travailler sur un revêtement qui trappe de doigts, mais qui est aussi résistant. C'est pas juste se dire c'est des paillettes. On a quelque chose qui résiste mieux dans le temps. Ouais. Et il faut des paillettes dans notre vie. Il faut des paillettes dans la vie. Il en faut un peu, c'est vrai. Mélinda. Après, on donnera la parole à Kamel. Quel est, à ton avis, les smartphones qui ressortent du lot en cette fin d'année 2022 ? Alors, je dis pas ça parce que Julien là, mais en effet, on a quand même. Moi, j'avoue que le Oppo Find X5 Pro, c'est un smartphone que j'aime bien. On est sur du très haut de gamme, c'est vrai. Là, on est sur les concurrents des Galaxy S22 de Samsung ou des iPhone 14. Mais pour la photo, je trouve en effet, là-dessus, c'est très bien. Il y a une vraie montée en gamme sur le milieu de gamme. C'est vrai, ces smartphones qui sont entre... Alors, on va dire aujourd'hui 500 et 700 €. Alors, ça fait bizarre de dire du milieu de gamme sur ce prix-là, j'avoue. Mais là-dessus, on commence à trouver des modèles vraiment intéressants, vraiment puissants. Il y a le Oppo Reno, enfin toute cette gamme-là. Il y a chez Honor, on avait oublié Honor. Souvenez-vous, la petite sœur de Huawei, qui a pris moins cher que son aîné et qui surtout est toute seule, qui est revenue avec le Honor 70, que je trouve est un smartphone assez intéressant, très orienté jeune, très orienté vidéo, mais qui propose des fonctions un peu différentes justement pour tous ceux qu'on appelle les vlogueurs aujourd'hui, donc avec des petites fonctions pour filmer des plans, du multiplan très intégré, c'est dans l'air avec toutes les applications BeReal. Et après, on en parlera, les smartphones vraiment destinés aux jeunes, identifiés comme ça, on en trouve chez Realme, la gamme GT, GT3 Neo, tout ça, qui sont des... Alors, c'est de l'hyper-personnalisation en fait, c'est ça ? On y va, on va sur des smartphones. La cible aujourd'hui, c'est d'aller autour de ceux qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, qui sont actifs, qui commencent à gagner un peu, mais qui n'ont pas le budget pour du premium. Donc on met énormément de modules, de très bons appareils photo dessus.
Et vraiment, pour les attirer, on fait des produits floqués, du Dragon Ball. C'est intéressant parce qu'il y a une marque qui se positionne là-dessus, c'est Realme. Ah, Realme, ils ont tout compris. Leur cible est jeune. Mais au moins, ils se démarquent, c'est-à-dire qu'ils sont sur un autre segment. Du coup, voilà, il y a une segmentation des constructeurs. Exactement. Mais leur slogan, c'était Proud to be young. Donc, désolé, mais on n'était pas vraiment concernés ni ciblés, même si nous sommes très jeunes à l'intérieur. À part peut-être Julien et Kamel. Mais nous, et toi aussi, évidemment. Non, mais moi, je suis jeune à l'intérieur, mais je ne suis pas la cible pour autre. Mais souvenez-vous, à une époque, on parlait des performances, on allait chercher des partenariats, il fallait que tout le monde annonce son partenariat avec Lamborghini, avec Porsche, avec McLaren, pour montrer que son smartphone était ultra puissant et qu'il allait casser la baraque. Aujourd'hui, il faut montrer qu'on est jeune, donc on fait des partenariats pour la sortie de Cyberpunk, là, il y a Asus qui a sorti son smartphone gaming, donc le ROG Phone 6, avec Batman, donc on a de quoi envoyer un bat signal avec Mais là aussi, ça son ressemble smartphone. à ce qui a été fait en automobile à une certaine époque, où il y avait des partenariats avec des marques de vestimentaires mais après, et autres. on a du sportives. classique. On a Google et son Pixel, ces Pixel 7 Pro qui sont très photos, sont des smartphones d'excellente qualité, les iPhones. Mais aussi, on va en parler, le marché, les prix augmentent à cause de la pénurie des composants, à cause du problème du rapport au dollar. Ça floute un peu le marché et ça le perturbe, honnêtement, quand on voit sur les le prix ventes. de l'iPhone qui a explosé cette année, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Kamel, quelle est la sélection de la FNAC et du Labo FNAC pour cette fin d'année ? Alors, en complément de ce que disait, effectivement, moi je trouve que le Find X5, alors pas la version Pro, parce que le Find X5 est un bon compromis. Alors il est sous les 1 000 euros. Et pour le coup, il offre quand même beaucoup de ce que fait son grand frère, le Find X5 Pro. Toujours sur le très premium, le S22 Ultra. Alors, il est sorti très tôt dans l'année, mais c'est un peu le retour du Note sous un format Galaxy. Voilà. Exactement. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée en fait de pouvoir démarquer un peu le Ultra du reste de la gamme en reprenant les codes des Galaxy Note, qui n'existaient plus sur le marché. Plus dans le cœur de gamme, le Pixel 6a, qui reste très bon en photo sous les 500 euros, et surtout qui a un format un peu plus compact. C'est quand même assez rare aujourd'hui. Alors Oppo en fait quelques-uns aussi des produits avec qui ont une taille quand même assez réduite, et le 6a, pour le coup, reprend ce format compact avec une très belle qualité photo. Il y a des clients qui viennent vous voir pour dire « je veux un petit smartphone, je veux pas un grand truc, voilà ». Effectivement, aujourd'hui, il y a quand même les tailles d'écran ont bien augmenté. Les formats compacts sont assez rares. On a eu la période phablette aussi, on en est revenu quand même. On en est revenu, mais c'est vrai qu'il y a quand même moins de produits assez compacts en termes de taille. Et il y a une demande sur ces produits. Alors, ce n'est pas la majorité, puisque la taille d'écran est comme un critère important, comme on le disait tout à l'heure, mais il y a une demande aussi pour des produits un peu plus compacts. C'est pour ça qu'il y a toujours certains flagships, chez Oppo, chez Samsung, le S22 qui reste quand même un format assez contenu, l'iPhone aussi, pour le premier modèle. Donc on a toujours des produits sur le marché qui sont même qui ont toujours un format assez contenu. Ouais. Kamel, Melinda, il y a eu quand même quelque chose cette année, c'est l'arrivée de la 5G. Alors est-ce qu'il y a un effet 5G ? Est-ce que tous les smartphones sont 5G aujourd'hui ou pas ? Et est-ce que vous conseillez à vos clients forcément d'aller sur de la 5G ? Alors, il n'y a pas de grosse demande de clients qui disent « je veux absolument de la 5G ». En revanche, aujourd'hui, une très grande majorité des smartphones est 5G de facto. Donc, au-delà de 300 euros, c'est compliqué. Il y en a, mais c'est très compliqué de trouver des produits qui soient plus 5G. Soit pas 5G. Donc, aujourd'hui, en fait, un consommateur qui vient, il achète son produit pour les besoins dont on parlait juste avant. Et souvent, il se retrouve avec un produit qui est de toute façon 5G, alors que ce n'était pas forcément sa demande initiale. Ouais. Julien, c'est vrai qu'on a l'impression que la 5G, c'est un peu une innovation silencieuse. Hein, il faut cocher la cage 5G. Voilà, comme la 3D sur les téléviseurs. Tu sais. Non, il est disparu comme ça, mais bon, il est 3D. Je pense que dans quelques années, on sera bien content d'avoir en 5G, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'imagine que tous les smartphones Oppo sont 5G, non ? À partir d'un certain prix, on est à 90% de notre gamme qui l'est. On cherche toujours à proposer des téléphones à moins de 200 euros, et donc forcément, dans ces cas-là, on est en 4G. À 249, on a un portable 5G, donc c'est le A54 qui propose la 5G. 249. Et déjà un bon module photo. Donc on a c'est des téléphones d'entrée de gamme, mais qui permettent déjà d'avoir une connectivité importante. Et par rapport à votre point, Jérôme, pour moi, je comparais plus à finalement la 4K. Parce que finalement, on peut s'en passer. C'est vrai. Mais par contre, une fois qu'on l'a adopté, c'est un peu difficile de revenir en arrière. C'est pareil sur les hautes résolutions d'écran. C'est pareil à condition d'avoir des programmes, et donc, comme la 5G, à condition d'avoir du réseau. Quoi. Voilà. Donc c'est bien de s'équiper aujourd'hui. On renouvelle un téléphone. Par contre, est-ce qu'il faut accélérer pour ça ? Certainement pas, et je pense que le marché en témoigne, hein, les gens ne viennent pas pour ça.
Heureusement, il y a plein d'autres innovations en termes de photographie, etc. Mais par contre, je veux des capteurs aussi qui aient une meilleure résolution. Je veux produire du contenu vidéo qui est de plus en plus riche. Et donc, à un moment, il va falloir partager ces contenus. Et donc, c'est bien d'avoir un réseau qui me permet de le faire quasiment instantanément. Mais, messieurs, pour une question juste on n'arrête pas de parler de durabilité, de garder un smartphone de plus en plus longtemps. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de déconseiller aux gens de prendre un smartphone 4G. Parce que le réseau, en effet, n'est pas aujourd'hui ouvert suffisamment pour la 5G. Mais enfin, d'ici 1 an, 2 ans, on sait que ça va s'étendre. L'intérêt, c'est quand même d'avoir un smartphone dont on soit encore content de l'usage d'ici 2 ans. Aujourd'hui, le réseau sera 5G dans quelques années. Donc, autant investir aujourd'hui dans un smartphone qu'on va garder sur le long terme. Sinon, pour moi, ça a moins d'intérêt. Pour faire du partage de connexion, parfois, c'est bien pratique. Mais voilà. Quand on n'a pas de Wi-Fi... Mais en effet, la balle est dans le camp des opérateurs, là, pour le moment. Pas tant dans celui des constructeurs. Oui, parce que les constructeurs font leur job finalement. Les puces 5G sont intégrées. On était les premiers à commercialiser un téléphone 5G en Europe. C'est vrai. Et on a voulu arriver avec des technologies qui soient prêtes pour être... Mais vous ne faites pas l'alternative de proposer des modèles 4G et 5G, sauf sur l'entrée. Le très entrée de gamme. Mais le même modèle dans les 2 versions, ça n'a pas forcément d'intérêt. Oui, ça n'existe pas pour les raisons vraiment de ça contraintes budgétaires. Oui. Voilà. Julien, merci d'être passé par le plateau du Tour de la question. Dernière petite question, parce que dans un instant, on va se focaliser sur les smartphones pliants. C'est intéressant parce que chez Oppo et au Mobile World Congress, on a découvert pas mal de produits pliants, même un produit déroulant, qui ne sont pas encore disponibles en France. J'imagine que c'est une technologie qui vous intéresse, que vous commercialisez en Chine. Est-ce que ça va arriver un jour chez nous ? Oui, donc on distingue les éléments d'innovation. Donc le déroulant est un élément de pure innovation, c'est un produit de laboratoire. On va encore attendre un petit peu pour le voir. Qui est le plus impressionnant. Le plus impressionnant, évidemment. Oui, on appuie sur un bouton, l'écran se déroule, ça grandit. C'est impressionnant. On a sorti en Chine le Fine N, qui est en fait basé sur la même architecture en termes de photos, etc., que ce téléphone-là. Par contre, c'était un premier pas sur le marché. Le but, c'est d'arriver prochainement. Et donc, on va arriver prochainement, c'est une affirmation, sur le marché européen avec des téléphones pliants. 2023 ? Il faudra suivre, nous avons notre traditionnelle messe de l'innovation mi-décembre, les InnoDays. Et donc, je vous encourage à venir nous regarder, parce qu'il y aura pas mal de nouvelles choses annoncées. Bon, très bien. Voilà, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Julien. Julien Clobus, donc directeur marketing et communication d'Oppo France. Voilà, on va continuer. François, tu l'as dit, on va parler de pliants maintenant. On va accueillir un invité de chez Samsung et puis on va parler aussi reconditionné. C'est un gros pan, évidemment, et c'est une manière d'acheter un smartphone qui s'est largement imposée et notamment en ces fêtes de fin d'année. Voilà, on évoquera aussi sans doute tout l'écosystème accessoire aussi. Vous restez là, le tour de la question spéciale smartphone. On revient dans une seconde. C'est le retour du Tour de la question spécial smartphone avec ce générique que François adore. Ça fait 4 fois qu'il me le dit. Voilà, avec nos invités, nous sommes toujours en compagnie de Kamel Aissati, chef de produit smartphone chez Fnac Darty, Mélinda Davonsoulas de la rédaction de Tech & Co et François, un nouvel invité qui nous a rejoint. Oui, Jérôme Bloch. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour. Directeur marketing et stratégie de la division mobile Samsung. Eh oui, Samsung. On le sait, acteur majeur dans ce domaine. On va découvrir avec vous, Jérôme, ce segment qui commence à prendre de l'ampleur. Il y a eu des chiffres qui ont été communiqués par Samsung au niveau mondial. Voilà, le pliant, c'est plus véritablement anecdotique. Peut-être pour commencer, Kamel, est-ce que vos clients qui viennent à la Fnac s'intéressent aux smartphones pliables ou pliants? Alors nous, on dit pliant, mais c'est vrai qu'il y a débat. Après, chacun fait comme il veut. On vous en voudra on vous en voudra pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Les gens s'intéressent à ça? Oui, il y a un vrai intérêt. Alors, surtout que maintenant, on est sur une 4e génération. Donc, effectivement, au début, on voit une nouvelle innovation arriver. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas si c'est fiable, etc. Aujourd'hui, il y a plus ce genre de questions. Et les gens, maintenant, se posent vraiment la question de se dire, est-ce que je franchis le pas ou pas? Et du coup, ils viennent en magasin. Ils aiment bien manipuler le produit, pouvoir tester plus les différentes configurations, puis horizontale, puis verticale. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes usages. Donc, il y a une vraie demande et une vraie curiosité des consommateurs là-dessus. Il y a une préférence entre le comme ça et le comme ça? Alors, la pliure horizontale, donc c'est bien résumé, non? Macarena, comme ça, ou comme ça. Alors, le flip, donc le format flip, voilà. Pour le coup, je cherchais le mot. est plus plébiscité parce qu'on retrouve un format qui est classique, quand on peut plier du coup pour avoir un format plus compact dans la poche. Ouais. Puis en termes de prix aussi, on est quand même
là sur le prix qu'on trouve sur du premium. On se retrouve avec un écran standard. Standard, exactement, mais avec d'autres usages que l'on peut travailler. Là où pour le coup le Fold, là on passe sur une tablette, donc c'est vraiment des usages totalement différents, plus pour de la productivité aussi. Mais voilà, le Flip est davantage plébiscité aujourd'hui. Est-ce que les gens posent des questions sur la qualité de l'écran, sur le fait que ça s'abîme ou pas avec le temps? Ça doit être quand même aussi une crainte, non? Nouvelle techno, forcément, il y a toujours des choses un peu anxiogènes. Et c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses en plus sur le fait d'ouvrir, fermer. Il y a un nombre de fois délimité où on peut le faire avant que ça casse. Donc il y a tout ce genre de questions. Avant, je parlais du fait que ça fait maintenant 4 ans que ça existe. Ça rassure aussi les consommateurs. On a un peu de recul aussi maintenant sur la technologie, mais c'est forcément des questions qui sont posées aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je vais à la FNAC et je fais que ça toute la journée. Oui. Et je vois ce qui se passe au bout d'un moment. Vous êtes obligé à chaque fois de le sortir. Hein. Voilà. Vous disiez, la sécurité intervient. Exact, dès qu'on le voit, il est interdit Il est 19h30, il faut arrêter. D'accord, mais je reviens demain, monsieur. Demain même heure. Ouais. Parfait. Melinda, donc c'est un segment, alors qu'il y a 4 ans, donc ça commence vraiment à s'installer. Ça fait quelques années que nous, on teste des smartphones. Oui, mais alors, tous les ans, on disait que ça allait être l'année du pliable depuis 2019, depuis la sortie du premier. Bon, il y a eu la crise et tout, ça a un peu retardé, mais c'est surtout... C'est un marché qui manque encore, à mon goût, de concurrence. Vous êtes tout seul. Samsung, ils sont tellement au-dessus du lot sur ce marché. Il existe de la concurrence, notamment en Asie, mais en France, on a Motorola qui avait ressorti son Razr, le fameux, celui d'antan. Mais ça peine un peu, je pense que quand il va y avoir une vraie concurrence, ça va vraiment décoller. Pour le moment, on a une 4e génération, alors notamment sur le Fold, on en a une de moins sur le Flip, mais... Voilà, ça arrive à maturité, ça progresse, dans l'esprit des gens surtout, parce que c'est ça, c'est de se dire quel est mon intérêt, quel est le format dont j'ai besoin, comme disait Kamel. Là-dessus, les technos avancent. On sait que ça vous a pris une décennie à faire un smartphone. Sur la charnière, notamment, c'est le plus gros travail. On arrive à des produits qui sont vraiment intéressants et utilisables. Ce n'est pas gentil. Jérôme, est-ce que c'est un axe stratégique important chez Samsung, ces nouveaux écrans qui se plient? Alors, je dirais, c'est clair, alors, vous l'avez évoqué, hein, on est sur la démocratisation en fait, du form factor, hein, c'est ça comme ça, avec nos deux produits, donc le Fold qui s'ouvre comme un livre, en fait, et puis le Flip qui va s'ouvrir un peu plus comme un coquillage ou comme un poudrier, si je veux féminiser un petit peu les choses. C'est un axe... C'était à l'époque les téléphones à clapper, quoi. Tu vois, tu fais ça aussi. Oui. On était extrêmement successful aussi côté Samsung, hein, si vous vous le rappelez. Donc les pliables ou les pliants, comme on veut les appeler, aujourd'hui c'est un axe stratégique pour nous. C'est un axe surtout de différenciation, parce qu'aujourd'hui on est les seuls. On est les seuls aussi parce qu'il faut beaucoup de R&D pour développer des produits comme ça nous a pris du temps. Et il faut aussi une capacité industrielle capable d'apporter du volume en fait, sur le marché. Et aujourd'hui, Samsung est le seul capable d'apporter cette volumétrie pour pouvoir arroser partout dans le monde avec cette nouvelle technologie. Donc on va continuer, nous, à pousser et à essayer de démocratiser en fait, ces produits. On veut que ça prenne de plus en plus de part en fait, dans notre business. Et donc, c'est vraiment une stratégie extrêmement importante. On parlait tout à l'heure de la solidité. Est-ce que vous garantissez la même robustesse pour ces produits que pour un Galaxy classique ? Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait sur la partie donc robustesse, on l'a amélioré déjà de génération en génération. On a amélioré en effet la qualité de la charnière, on a amélioré l'écran, on a amélioré l'aluminium qu'on utilise pour les produits. On a du Gorilla Glass Victus aujourd'hui. Donc tous les éléments d'amélioration au fur et à mesure font que ça rassure de plus en plus le consommateur. Et à aujourd'hui, on supporte en fait les produits en... Il n'est pas plus fragile. Il n'est pas plus fragile qu'un autre. Il a un écran qui est protégé. À moins de faire comme François, 650 fois par jour. Voilà. On a, je le rappelle, en fait des tests avec Veritas, avec 200 000 ouvertures sur chaque produit, c'est-à-dire à peu près 5 ans d'utilisation. Donc on peut aller à la FNAC, les ouvrir et les comme fermer. les tiroirs chez Ikea. Très longtemps. On garantit un petit garantit. siège. Ça m'arrangerait, comme ça je m'installe. On vous installe ça, je demande. Melinda, Pardon. Tu n'avais pas l'air convaincue? Si, non, mais en fait, pour moi, c'est l'innovation de ces dernières années, c'est d'aller sur ce format-là, vraiment. On voit beaucoup d'innovation en photo, on en a parlé tout à l'heure. Sur le form factor, là, on est sur de la véritable innovation. Comme toute innovation,
c'est du travail. On est sur un produit à charnière, évidemment. Enfin, ce sera forcément moins solide ou moins résistant qu'un smartphone monobloc. S'il tombe pas sur l'écran. Non, mais ça ne se casse pas non plus. Il ne faut pas dire ça. C'est quand même extrêmement solide et robuste et étudié pour. Mais on a vu il y a quelques années, notamment chez Royal, souvenez-vous, des concepts d'écrans pliables, déroulants dans tous les sens, avec des choses qui étaient extrêmement fragiles, où là, pour le coup, on sentait que le moindre choc, c'était un peu loufoque comme concept. Là, c'est quand même solide. Mais Jérôme, parce qu'au-delà de l'effet waouh, de se dire waouh, mon écran se plie, c'est top et tout, ça fait son petit effet. Oui, bien sûr. Tu vas au resto, tu as des amis, oh là là, t'as un pliant, patati patata, c'est top. Ça sert à quoi? Et voilà. Est-ce que ça apporte des usages au-delà de l'aspect waouh? Alors, l'aspect waouh, ça reste quand même un élément important, parce que surtout sur le flip, où aujourd'hui on veut en faire quand même un produit trendy, un produit à la mode, un produit sympa à avoir, et puis quelque chose qui change de l'ordinaire, surtout que de plus en plus, en fait, quel que soit le produit que vous avez à l'intérieur de votre coque, on a du mal à distinguer un petit peu la différence avec tous ces produits un peu classiques. Donc après, en termes d'usage, on a travaillé énormément là-dessus. Donc pour garder le flip, nous, on priorise donc le fait de pouvoir d'abord le plier en deux et le fait de pouvoir l'avoir dans sa poche, de pouvoir l'avoir dans son sac. Donc ça, c'est plutôt en termes de portabilité, on va dire. Et la deuxième chose, la chose qu'on met le plus en avant, c'est le côté, ce qu'on appelle FlexCam, c'est-à-dire en fait la possibilité, on le voit sur les vidéos derrière nous, de pouvoir faire une photo, faire une visio, regarder une vidéo sans problème pour pouvoir poser son mobile, simplement en le posant sur la table et en pouvant discuter, en pouvant regarder quelque chose, en faisant autre chose à côté aussi, également sans problème. Donc tous ces éléments-là qu'on cherche de plus en plus à montrer aux consommateurs, on va de plus en plus faire des démonstrations sur nos pop-up stores ou même éventuellement dans les grands magasins pour essayer de montrer aux gens qu'il y a vraiment une appétence en fait, pour pouvoir se filmer et pouvoir l'utiliser dans cette position. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut utiliser ces téléphones pliés. Parce qu'ils ont des petits écrans. Alors bon, le Fold a un écran plus grand, mais même le Flip aujourd'hui, dans sa nouvelle version, a un écran un petit peu plus conséquent, tactile, qui nous permet de réaliser la plupart des usages sans ouvrir le téléphone. Voilà, alors déjà c'est extrêmement agréable par rapport au côté intrusif du smartphone dans la vie de tous les jours. Moi, quand j'utilise celui-là, il y a un côté pertinent de ne pas avoir toujours en fait, le pop-up et toutes les informations qui viennent, mais par contre, on a toutes les informations nécessaires grâce à ce petit écran qu'on a mis à l'extérieur. Donc j'ai quoi? J'ai l'heure, les notifications Alors l'heure, les notifications, on a rajouté beaucoup de widgets sur cette nouvelle version avec notre nouvelle One UI 4.1. Donc, il y a la nouvelle version en fait, de notre surcouche. On peut le personnaliser, on peut mettre des photos, mais on peut aussi se prendre en photo en selfie, par exemple, en utilisant en plus la caméra extérieure. Qui est la meilleure. Donc voilà, beaucoup d'usages supplémentaires qu'on rajoute au fur et à mesure, aussi parce qu'on améliore beaucoup l'expérience. Kamel, je sais que vous êtes en contact avec les constructeurs, tous les constructeurs. Ils suivent de près un peu ce que fait Samsung avec les pliants. On sent que ça va être une tendance qui va aller bien au-delà de Samsung dans les mois et les années qui viennent. Oui, tout à fait. C'est l'innovation de ces dernières années, comme le disait Melinda. Donc aujourd'hui, les marques regardent ça de près. Samsung en plus est tout seul à prendre la parole depuis des années là-dessus. Donc on voit qu'il y a un marché. Les marques, certaines d'entre elles ont déjà lancé ces produits en Asie, mais du coup réfléchissent aussi à lancer ces produits en France. On a beaucoup d'acteurs de la téléphonie, en tout cas qui planchent soit sur l'arrivée en Europe, soit en tout cas sur le développement de ce type de produit qui est demain un secteur qui sera beaucoup plus développé. Mais on sent que ça prend du temps. Est-ce que vous attendez à des ventes importantes à l'occasion de la fin de l'année par exemple? Alors, cette fin d'année, on aura de toute façon que Samsung qui sera disponible et il y aura un focus qui sera aussi fait sur ces produits-là. On s'attend à une progression des ventes sur ce type de produit, mais effectivement, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un marché avec beaucoup d'acteurs qui vraiment va rendre ce segment, comme les autres segments de marché sur la téléphonie, pour le rendre beaucoup plus attractif auprès des consommateurs. Et mon petit doigt me dit que durant le Black Friday, ça va être intéressant peut-être de s'offrir un pliant, mais je n'en dis pas plus. J'en sais rien. Tu as des infos? J'en sais rien. Ouais. Petite question, il y a des accessoires. Est-ce que c'est pas un peu en train de tuer le marché des coques, etc., ce type d'appareil?
C'est traité au même niveau, je pense, que n'importe quel smartphone. Mais de toute façon, vous êtes les premiers à lancer à chaque fois les modèles avec une... On a multitude d'accessoires, surtout au niveau des coques, on fait des choses extrêmement sympathiques. Il y a nos coques avec les anneaux, en fait, qui permettent de garder, de tenir aussi son téléphone ou d'aller chercher pratique, dans son ça. sac. Bien sûr, sur le Fold, on a aussi la compatibilité avec les S Pen. C'est aussi un accessoire puisqu'il n'est pas intégré dans le produit. Donc voilà, on le traite au même niveau et surtout, comme je disais aussi, sur la partie fashion, trendy, on essaye de faire des choses extrêmement sympas au niveau accessoires. Avec les couleurs, en tout cas, il y a une batterie de couleurs, c'est impressionnant. La gamme de personnalisation bespoke pour faire la... Non, pas une batterie en couleur. Non. On va pas à l'intérieur du téléphone, c'est Tu une fais batterie la de couleur. coque, en fait, tu choisis la Ça coque. rappelle que vous faites dans l'électroménager aussi, mais c'est pas le sujet. Mais J'ai vraiment envie de changer sa cuisine, visiblement. C'est ça. Mais Linda, on n'a pas parlé d'Apple. Oui. C'est vrai qu'au niveau pliant, ils sont pas top. Non, mais dans le tour de la dire. question, si Mais on c'est- évoque les smartphones et Ah pas bah parler oui. d'Apple, c'est quand même, à mon avis, Mais un on peu peut parler. embêtant. un peu une Et faute. puis, on sait depuis des années qu'ils travaillent de toute façon sur un smartphone pliable, pliant, comme vous voulez. Après, c'est Apple, donc ils vont attendre que le marché soit mature pour arriver. Ouais. Mais tu penses qu'il y aura un jour un smartphone Apple pliant? Quand le marché sera prêt, c'est-à-dire quand les gens seront prêts à acheter et investir vraiment plus massivement, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de early adopters ou des gens qui en ont un usage d'un smartphone pareil, qu'il y aura d'autres acteurs qui y seront, bien sûr qu'ils iront. Ils n'ont Ils feront aucune sans raison de... Ils feront sans doute appel à Samsung pour les écrans en plus. Oui, mais ça c'est normal. Mais on sait aussi que c'est une autre division chez Oui, c'est Samsung. clair. Donc, Oui. mais évidemment, ils ne se lancent pas. C'est tout le mérite, là, pour le coup, pour Samsung, c'est d'être allé sur un marché, d'avoir créé un marché où il n'y a personne. On sait qu'Oppo en a un sous le coude qui est sorti en Asie, pas en France, pas dans le reste du monde, parce que le marché n'est pas prêt. Ouais, on en parlait tout à Apple l'heure. viendra quand le marché sera prêt. Donc Mais Linda- Apple se concentre sur ses smartphones. Juste, puisqu'on parle d'Apple, il faut quand même que tu nous dises ce que tu penses de cette gamme des iPhone 14. Parce que dans le tour de la question, il faut que tu nous dises si les nouveaux iPhones, les 14, les 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, valent le coup. Si on veut acheter un iPhone, qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, sur la gamme qui est sortie cette année, on l'a dit ensemble, messieurs, elle souffre énormément du changement du rapport euro-dollar. Les smartphones, il n'y en a plus un seul en dessous de 1 000 € sur la gamme des 14. Ça, c'est quand même déjà énorme. Aux États-Unis, les prix n'ont pas changé. C'est ça, en fait, que les Français et le reste du monde n'arrivent pas à comprendre. C'est qu'aux États-Unis, pendant la conférence, ils ont dit « nos smartphones sont au même prix ». En France, on prend 15%, enfin un peu moins 12%. Ouais. Il faut expliquer que voilà, le taux de... Et sur 800 €, 15%, c'est la variation, voilà. c'est violent. C'est la variation du taux de change euro-dollar sur un an, c'est plus l'ajout des taxes diverses de le faire Taxes venir. copie privée, etc. Mais à côté de ça, c'est un problème. L'autre problème qu'il y a, c'est que cette année, il n'y a jamais eu autant de différence chez Apple entre la gamme Pro et la gamme 14 classique. Ils ont mis la vieille puce de l'iPhone 13 Pro sur la gamme 14, ils ont mis la puce A16 sur la gamme Pro, le meilleur capteur photo est sur la gamme Pro, c'est-à-dire que même eux, dans leur esprit, ils ont scindé leur gamme. La 14 Pro, en plus de changer deux gammes design, il y a dans deux le gammes. Il y a Fayette. vraiment deux gammes et pas juste des petites variations. Bon, après, le processeur, voilà, nous, on s'y intéresse, mais... Oui, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour le Kidam, pour la photo, ça change c'est quoi important. Ça change. Alors pour le Kidam, ce que ça change, en effet, c'est pas à l'instant T parce que les gens qui vont vraiment pousser l'appareil aujourd'hui, quand on met du Snapdragon 8 Gen 1 sur un smartphone Android, c'est pareil. Les gens, on doit parler à 1% des gens qui vont le pousser en capacité. Mais ça permet d'avoir un smartphone avec une durée de vie beaucoup plus longue. C'est-à-dire que, voilà, chez Apple, on sait que les mises à jour se font sur maintenant 6 ans, parfois 7 ans. C'est aussi ça que ça permet d'avoir une puce aujourd'hui plus moderne. Voilà, les 14 vont perdre peut-être une année. Mais surtout, le 14 ressemble trop au 13. Le 13 était un excellent smartphone, un très bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui, il reste le même La prix que l'année différence dernière. technique entre le 13 et le 14 Ne est tellement ténue qu'elle ne justifie Ça pas ne la justifie différence pas. de prix. Voilà. Kamel, on est d'accord là-dessus? Confirmé. D'accord, tout à Et fait. vous vous en rendez compte dans les magasins? On Les ventes. voit aujourd'hui, puisque les ventes d'iPhone 13 restent très importantes. Et Mais donc, oui. je pense que le gap de prix et le rapport, du coup, gap de prix par rapport aux specs supplémentaires est limité pour beaucoup de gens qui, du coup, préfèrent et considèrent l'iPhone 13 comme toujours un très bon produit. En revanche, Ça le n'en retire 14 rien. Pro, Oui, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que le seul intérêt de la gamme iPhone 14, c'est le modèle 14 Plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir un très grand écran chez Apple, vous n'êtes plus obligé d'aller sur le Pro Max. Vous allez sur l'iPhone 14 Plus, qui est cher aussi, de fait. Mais à qui s'adresse-t-il? Mais il s'adresse aux gens qui étaient sur du 11 Pro Max ou sur du 12 Pro Max, qui veulent renouveler, ou qui étaient sur les 10S Plus, non, 10S Max à l'époque,
qui veulent garder cette taille d'écran sans investir. Aujourd'hui, je crois qu'on a 1400 ou je ne sais combien sur le Pro Max, voilà, qui n'ont pas forcément besoin de la puissance. Pour moi, le positionnement de l'iPhone 14 Plus, c'est l'intérêt de l'entrée de gamme, c'est d'offrir un grand écran à des gens qui ne veulent pas se ruiner. Il est à plus de 1000 euros aussi, bien évidemment, puisque voilà. Mais voilà, le 14 Pro, en revanche, on a changé, on a dit c'est la fin de l'encoche. C'est un bon pari, mais c'est un pari onéreux. Et pourtant, ça se vend très très bien. Ils ont dopé la production. Kamel, les iPhones, ça cartonne. Enfin, toujours un grand succès. Toujours un grand succès autour de l'iPhone. Et là, voilà, que ce soit la nouveauté ou l'iPhone 13, donc la génération d'avant, ça reste des produits qui connaissent un très grand succès aujourd'hui. Alors, la transition est toute trouvée pour parler en fait du dernier point qu'on doit aborder, qui est la question de la durabilité dans le temps, et puis du marché du reconditionné aussi, qui est de plus en plus important, on a l'impression, en France, Kamel. C'est un marché qui est plus important, effectivement. C'est des questions déjà qui sont beaucoup plus qui sont importantes pour nous au sein de Fnac Darty, qui sont importantes pour les Français de manière générale. La consommation durable, l'écologie, c'est vraiment des questions aujourd'hui d'actualité. Et c'est vrai que le reconditionné est une bonne alternative aujourd'hui pour pouvoir renouveler son smartphone et en même temps en prenant en considération le fait que c'est des produits qui nécessitent des matériaux rares, qui nécessitent aussi un processus de fabrication assez compliqué. Donc pour les gens, le reconditionné, c'est en termes de prix, en termes aussi d'achat, c'est un acte intéressant. Mais il faut du bon reconditionné. D'accord. Il faut des bons reconditionneurs pour ça. En France, on a de la chance, on a beaucoup d'acteurs du reconditionnement qui font les choses de manière très cadrée, très bien. On parlait des iPhones. L'iPhone est c'est le produit star du reconditionnement, justement pour plusieurs raisons. Parce qu'on se trouve face à des gens qui veulent renouveler très souvent leur iPhone et donc qui en mettent dans le circuit secondaire, parce que ça se répare très bien, même si on sait qu'Apple, sur les réparations, ils sont très cadrés, très bornés. Alors, ils ont fait un gros effort sur le 14, sur le 14, justement. C'est, allez, on va dire l'atout de l'iPhone 14, c'est qu'il se répare mieux que le 13. Mais il faut lui trouver des avantages. Mais voilà, ça se répare très bien, il y a une forte demande. Le reconditionnement fait baisser le prix de l'iPhone très bien. Et comme on le disait, la durée de vie d'un iPhone est énorme. Les deux produits stars en reconditionnement, ce sont les iPhones et les Galaxy. C'est les produits phares, c'est ceux que les gens demandent aussi. Donc, Jérôme, c'est on va dire une nouveauté en fait dans ce marché. Enfin, c'est une transformation. C'est une grosse tendance aujourd'hui qui prend de l'ampleur, non, le reconditionné. Alors oui, il y a plusieurs choses, mais en effet, on a vu grossir au fil des années et puis avec les tendances actuelles, en effet, la part des personnes qui vont soit aller chercher du reconditionné commercial, on va dire, ou soit tout cet échange en fait, on va dire second marché. C2C, comme on l'appelle. La revente d'occasion. Voilà, mais du coup, ça passe pas par un tiers, c'est pas validé, c'est pas revérifié. Mais ça contribue quand même à faire grossir en fait ce marché où on utilise des produits qui ont déjà été utilisés et qui sont soit remis à niveau ou pas. Donc nous, bien sûr, on l'observe, on regarde de près. On commence aussi à tester certaines choses où on est capable aujourd'hui d'aller aussi retravailler en fait des produits et les remanufacturer, on va dire, ou les reconditionner et les offrir aussi certifiés Samsung. On a commencé à tester ça en fait sur nos sites internet, aussi en Angleterre. Donc c'est quelque chose qu'on regarde de près. Ouais. Et puis vous regardez l'appétence. Il faut bien se positionner en termes de prix. Il faut certifier les choses. Il faut éventuellement changer quelques pièces aussi. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir, si on le fait nous-mêmes, en fait, aller changer des choses que un reconditionneur classique ne va pas pouvoir faire. Donc, apporter une caution éventuelle de Samsung sur le sujet. Il y a aussi un autre sujet qui est intéressant, c'est, j'imagine même à la conception des téléphones, avoir cette notion de se dire, je fabrique aujourd'hui en 2022 un téléphone, comment je fais pour que dans 5 ans, 6 ans, on le voit Apple, mise à jour pendant 6 ans, et j'imagine aussi que c'est une question que vous vous posez dès la conception. Alors, les mises à jour, en fait, Samsung aussi, on est à 5 ans en fait, des mises à jour OS aujourd'hui. J'achète un Galaxy aujourd'hui, enfin j'achète un smartphone Samsung, j'ai 5 ans de mise à jour. De génération d'OS sécurisée sur nos produits Galaxy. Lors de la conception, alors, on travaille beaucoup aussi à faire des produits durables. On a aussi des bons
indices de réparabilité. Hein. On le disait, on est à... L'indice de réparabilité, on sait que c'est pas forcément le... C'est intéressant pour les marques, mais bon, il faut quand même rappeler que c'est vous qui donnez la note. C'est du déclaratif. C'est du déclaratif. Oui, ce sont les marques qui disent je fais ci, je fais ci, je fais ça. Il y a une grille de critères Ouais. à remplir, mais c'est pas un organisme indépendant qui valide. Ouais. C'est la bonne volonté et au bon raisonnement des Il marques. faut le rappeler, c'est Donc, sûr. faut pas, Même voilà. si ça reste un élément important. C'est indicatif, mais Bien voilà. sûr. L'appréciation est souvent en fonction... Ça permet quand même d'aller tester, en tout cas, les bons éléments pour pouvoir essayer de se noter. Et il y a certains éléments qui font quand même qu'on a des notes un peu différentes. Donc voilà, on travaille beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup à donner en fait, accès à nos pièces aussi de réparation au plus de partenaires possibles. Ça, c'est extrêmement important pour que en fait, les produits puissent durer plus longtemps, pour que la facilité en fait, de la réparation ne soit pas simplement une note, mais que ça soit aussi des pièces disponibles pour pouvoir le faire. Kamel, bon, alors le reconditionné, on trouve maintenant du reconditionné aussi à la FNAC. Comment ça se passe en fait Oui, bien sûr, on travaille une offre de reconditionné. Donc on travaille avec différents acteurs sur le marché pour proposer une offre reconditionnée sur laquelle on décide, nous, comme il n'y a pas vraiment aujourd'hui de normes sur la partie reconditionnée, d'avoir un cahier des charges très strict pour pouvoir proposer des produits vraiment de grade A ou A+, qui ont été remis à neuf, qui ont été évalués. Ça, c'est les grades de plus haute qualité. Exactement. En fait, hein. C'est ça. Parce qu'il y a différents grades, et c'est là où le consommateur peut se perdre, parce que surtout les grades en plus n'ont pas forcément la même signification selon les reconditionneurs. Mais ça, il faudrait une norme en fait. Exactement, c'est ce qui manque aujourd'hui. La raison pour laquelle on préfère. On a un Nutri-Score, il faudrait un Nutri-Score du smartphone. C'est ce que réclament les reconditionneurs d'ailleurs. Mais c'est encore un marché... Je ne vais pas dire un peu sauvage, mais un petit peu quand même. Qui doit encore se structurer, c'est ça? Oui, en fait, on commence à avoir de la réglementation, mais qui est un peu pareil au bon vouloir de chacun, où on demande par exemple à ce que les produits reconditionnés en France aient une garantie de 2 ans. Certains y vont, mais on sait aussi que sur le marché français viennent des reconditionneurs d'ailleurs sur certains marchés, sur certains sites. Vous pouvez avoir un smartphone qui va venir d'Estonie, comme de France, de Normandie. Ouais. Donc c'est encore très très lâche. Ce qui en termes en plus de bilan carbone n'est pas forcément idéal. Évidemment, mais voilà, mais surtout et puis de suivi derrière aussi, n'oublions pas. Accessoirement. Mais là-dessus, oui, il y a une réglementation à mettre en place parce qu'il y a une vraie demande de clients derrière, pas seulement pour des questions budgétaires, pour des questions environnementales et idéologiques aussi, mais c'est encore un petit peu la jungle. Il nous reste 2 minutes. Jérôme, tu as sorti le mot accessoirement. Ça fait penser à tout l'écosystème accessoire. Kamel, aujourd'hui... C'est important, ça. C'est important. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème d'accessoires. On le voit. Alors, c'est bon pour la planète, certes, mais quand on achète un téléphone, la plupart du temps, il n'y a plus de chargeur, il n'y a plus de kit piéton. Ouais. Alors, soit on en a à la maison, mais souvent, il faut les renouveler. Hein. Surtout qu'on passe aujourd'hui à des produits de plus en plus perfectionnés. J'imagine que le marché, l'écosystème accessoire, ça doit commencer à être costaud, non ? Alors c'est effectivement un écosystème qui pèse de plus en plus, parce que comme vous l'avez dit, certains éléments ne sont plus présents dans les boîtes de certains produits. Alors souvent on est déjà équipé, on a tous des blocs de charge ou des kits main libre. C'est vrai que c'est des éléments que parfois des consommateurs vont racheter, puisqu'ils ne seront pas présents dans la boîte de leur produit. Et on parle de charge rapide, les blocs de charge, pour avoir la charge rapide, il faut changer. Certaines marques qui proposent justement de la charge rapide et dont certains arguments conservent le bloc de charge dans la boîte. D'accord. Mais c'est vrai que tout ce qui est protection, pour le coup, c'est évidemment un élément très important pour le consommateur qui achète un produit, qui investit en plus souvent des sommes non négligeables dans un produit. Il a envie de le protéger avec du verre trempé, avec de la coque, etc. Oui, c'est protection et personnalisation. En plus. Tout à fait, exactement. Et puis, la face avant, maintenant, se ressemble quasiment toutes. C'est vrai que c'est au travers aussi de l'accessoire qu'on peut personnaliser son produit. On parlera aussi dans un autre tour de la question de tout cet écosystème audio, les trous wireless, etc., qui deviennent des accessoires un peu haut de gamme, mais qui ont du sens. C'est une manne financière, les accessoires, pour les fabricants. Il ne faut pas l'oublier, pour les revendeurs aussi. On parle aussi beaucoup du chargeur universel. Alors, on ne met plus de chargeur dans les boîtes, on nous parle de chargeur universel, sauf que chaque marque a un peu son chargeur, sa norme. Donc, oui, c'est la même prise, mais derrière, c'est pas forcément la même technologie. Un chargeur qu'on vous promet à 120 watts va recharger à cette force-là le smartphone de la marque, pas forcément le smartphone du voisin. Il ne faut pas oublier ça. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe, dès l'année prochaine, oblige tous les téléphones à avoir de l'USB-C. Lequel? Quel USB-C? C'est un autre débat. Chargeur universel par universel, quand même. Donc, bon. On en reparlera l'année prochaine. Comment Apple va entamer ce virage de l'iPhone 15 ? C'est la grande question. Est-ce qu'il y aura toujours du Lightning ou de l'USB-C ? Puisque visiblement, l'Europe va obliger même Apple à se tourner vers l'USB-C. Bon, ça, c'est un autre débat. Ou plus rien du tout. Ou plus rien. Peut-être plus rien du tout. Mais enfin, l'induction, on n'a pas le temps d'en parler parce que l'émission est terminée. C'est un autre sujet parce que visiblement, c'est quand même assez énergivore. Merci beaucoup, Jérôme.
Merci à vous. Merci d'être passé par le plateau donc du Tour de la question. Et rappelons que vous êtes directeur marketing et stratégie de la division mobile Samsung, Jérôme Bloch. Mélinda, merci. C'était avec plaisir. On se retrouvera pour d'autres tours de la question, bien évidemment. Et Kamel Aïssati, merci d'être passé aussi par le plateau du Tour de la question, chef de produit smartphone chez Fnac Darty. Voilà, ne ratez pas les autres tours de la question consacrés aux objets connectés, à l'audio, tu l'as dit, à la télé, bien sûr. On va vous accompagner toute cette fin d'année sur Tech & Co. Oui, pour vous aider à choisir vos produits high-tech. La musique, vous l'avez déjà choisie. C'est celle de ce générique. Ne vous inquiétez pas, ne touchez à rien. Merci en tous les cas de nous suivre. Et à très vite sur la chaîne Tech & Co. Salut à tous.